Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue pour partager avec nous ce dernier hangout organisé dans le cadre et en direct du Salon du Bourget. Ce matin, nous avons la chance de dialoguer avec le chef du FIMOC, ce centre d'opération français de Curiosity qui est situé au CNES à Toulouse. C'est en quelque sorte l'autre centre névralgique du rover martien aux côtés de celui de la NASA. Bonjour Éric Lorini. Bonjour. Alors, comment l'agenda de Curiosity est-il déterminé? Comment travaille-t-on au jour le jour avec l'ensemble des ingénieurs et des scientifiques et comment dialogue-t-on avec ce rover? Quel est le rôle du CNES et comment se coordonne-t-on avec l'ensemble des équipes internationales qui veulent chacune leur part de ce gros gâteau qu'est Curiosity? C'est ce que tu vas nous expliquer dans quelques instants, Éric. Mais avant de te donner la parole, je vais demander à chacun des blogueurs et des tweeters participants de bien vouloir se présenter. On va commencer par Alan. Bonjour Alan. Bonjour Séverine, bonjour tout le monde. Alors moi c'est Alan, fondateur et co-animateur de Podcast Science, une émission de radio hebdomadaire de communication scientifique qui est diffusée via le web, qui s'adresse à des personnes intelligentes et curieuses qui n'ont pas forcément de background scientifique. On vise à leur faire aimer la science tout simplement. Alors je diffuserai peut-être des extraits de cette interview, voire le tout dans un hors-série. Et puis je porte deux casquettes aujourd'hui. Je suis également le fier représentant du Café des Sciences, une importante association de blogueurs de sciences francophones. Je suis très content d'être là. Merci Séverine. J'ai hâte d'entendre Éric Lorini. Merci beaucoup. Florence. Ah, Florence, on ne t'entend plus. Voilà, j'ai mis mon micro. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Bonjour à tous. Je suis Florence Porcel. Je suis la community manager officielle de l'univers puisque j'ai créé l'univers en 30 comptes sur Twitter, dont la planète Mars, bien entendu, qui vient de tweeter ce hangout. Et j'ai créé un podcast hebdomadaire qui s'appelle La folle histoire de l'univers. Voilà. Merci beaucoup, Florence. Alors, nous avons Guillaume Brunin qui, malheureusement, a quelques petits problèmes de connexion. Guillaume est étudiant à Sciences Po à Lille et s'intéresse beaucoup à tout ce qui est aérospatial, astronomie et science-fiction. Voilà, on espère malgré tout qu'on aura quelques-unes de ces questions et qu'il va pouvoir nous rejoindre. Et puis, nous avons Guy. Bonjour, je m'appelle Guy Doyen. Je suis journaliste scientifique, traducteur et vulgarisateur et geek de science. Voilà, surtout cosmologie et physique théorique, mais je m'intéresse beaucoup à l'espace aussi. Merci beaucoup. Nous avons ensuite Jade. Oui, bonjour. Alors, je suis blogueuse passionnée de science, ancienne scientifique et doctorante de formation. Et je blogue surtout sur les thématiques femmes et sciences sur jadelemaitre.fr et je tweete beaucoup aussi sur ces thématiques sur mon Twitter arata, ARA2TA. Voilà. Merci beaucoup. Et puis on termine par Laurence. Bonjour, je suis Laurence Bianchini, je suis journaliste au sein de My Science Work, réseau social scientifique et médias de vulgarisation. Et je vais live tweeter les échanges du Hangout sur le hashtag CNEStalks. Voilà, n'hésitez pas donc à vous tous qui nous regardez à poser vos questions, à interagir. Laurence se fera l'écho et My Science Work qui est donc notre partenaire sur cette rencontre. Alors, Éric, on va finir par toi. Je te propose que tu te présentes aussi en quelques mots puisque tu es notre invité ce matin. Mais oui, donc je m'appelle Éric Lorini, donc je travaille au CNES à Toulouse. Ma principale mission, c'est de faire des petits trous sur la planète Mars avec un laser. Donc, on est responsable d'un centre ici d'opération au CNES où on opère deux instruments à participation française, l'un qui s'appelle SAM et l'autre qui s'appelle ChemCam. Alors, moi je pense que tous les participants et tous les internautes qui nous regardent rêve en quelque sorte de faire ton métier et je pense qu'ils t'enverront encore plus dans une heure. Moi, la petite question en introduction, c'est comment est-ce qu'on garde les pieds sur Terre quand on fait ce métier incroyable et qu'on passe finalement la moitié de son temps sur Mars? Eh ben, c'est sûr que souvent c'est plus facile pour moi de savoir l'heure qu'il est sur Mars que l'heure qu'il est sur Terre. Et c'est vrai que plusieurs fois, même en travaillant avec les collègues, quand on regarde notre heure terrestre et qu'il est 7 heures ou 8 heures, souvent on ne sait pas si c'est du jour ou de la nuit. Donc je ne sais pas si ça vous est arrivé souvent de regarder votre montre et de vous demander si c'est 7 heures du matin ou 7 heures du soir, mais nous c'est assez fréquent. Et c'est assez déroutant et on perd vite pied.
Ça c'est vrai. Donc toutes les réunions sont effectivement aux heures martiennes. Et chaque soir, on travaille souvent le soir du rover. Et donc pendant la nuit, on prépare toutes les activités qu'il va faire le jour d'après. Donc ça se passe souvent la nuit, notre travail, pour être aussi en phase avec le JPL. Le JPL, je vous rappelle, c'est la NASA qui opère vraiment le rover. Nous, on n'est qu'utilisateur simplement deux des 10 instruments qu'il y a sur le rover. Mais il faut savoir que les 2 instruments que la France gère sont vraiment les 2 plus gros instruments, puisque sur les 80 kg d'instruments scientifiques qu'il y a à bord, SAM représente 40 kg, donc à lui tout seul la moitié, et CamCam fait plus de 10 kg. Donc on a vraiment les 2 plus gros instruments qu'il y a sur le rover. Donc les Américains sont toujours en attente du centre du CNES pour savoir s'il va bien marcher chaque soir, parce que ça dépend de beaucoup la programmation, et chaque erreur de programmation coûte très cher au JPL, parce que ça a un coût énorme, ces journées quand même d'opérations martiennes, et il faut bien les réussir. Voilà. Donc je peux vous raconter un petit peu comment ça se passe. Donc le soir, souvent les données de la journée du rover arrivent dans notre centre. Elles sont dispatchées en deux parties. Il y a les données qu'on appelle ingénieurs, qui sont opérées par les ingénieurs qui observent l'instrument. Ils doivent donner le statut de l'instrument, c'est-à-dire qu'ils doivent dire si l'instrument, qui s'appelle CamCam ou SAM, s'il est en état d'opérer le lendemain, c'est-à-dire est-ce qu'il sera disponible pour opérer. La partie scientifique ensuite est dépouillée par les scientifiques qui sont aussi au FIMOC et qui s'occupent de savoir les spectres qu'ils ont obtenus et déterminer les roches qui ont été tirées par exemple par CamCam ou analysées par SAM en moins d'une demi-heure. Donc c'est ce qu'on appelle un quick look, c'est-à-dire un regard rapide, et l'estimation doit être la plus juste possible. Après, ils ont le droit de corriger leur estimation. Et tout simplement, on va très vite au début, parce qu'on est à peu près 100 à 200 scientifiques à décider de la programmation du rover. Imaginez si on soit 200 à programmer votre journée du lendemain, ce serait vite un vrai bordel. Donc il y a besoin d'organisation, et donc on divise en quatre groupes tous ces scientifiques. Donc il y a les minéralogistes d'un côté, les géologistes de l'autre, les biologistes et ceux qui sont responsables atmosphère. Après il y a un petit président par groupe qui essaye de donner une première planification de la journée qu'ils vont faire. Et chaque président tourne chaque jour, c'est-à-dire qu'un jour ça peut être un, mais le lendemain ça sera quelqu'un d'autre. Donc ils travaillent sur là-dessus. Là on voit, je ne sais pas si vous voyez, donc les scientifiques qui essayent d'établir là c'est au FIMOC dans la salle où je suis, et ils travaillent sur l'élaboration de la journée à faire. Donc ils sont, vous voyez, en téléconf avec les États-Unis, et on fait une première planification. Ensuite, on regarde si les 4 planifications des 4 groupes peuvent rentrer dans le planning du rover. C'est rarement le cas. Et après, on regarde les priorités, on fait des ajustements. C'est un petit peu collégial. Mais il faut savoir qu'ils n'ont pas trop l'esprit français, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas trop revanchards. Ils sont assez contents que ce soit l'autre qui gagne. Ils se satisfassent de la joie de l'autre en se disant que si lui, il a été choisi, c'est que sa science a été plus intéressante que la mienne. Et donc, ils sont vraiment consolés de savoir ça. Donc c'est assez facile de les mettre tous d'accord et d'obtenir un consensus assez rapidement. Et heureusement, parce que chaque soir c'est assez difficile d'organiser ça. Donc, alors je crois que ouais. pardon. Je crois que Florence avait un peu une question à ton sujet pour démarrer. Oui, en fait, je me demande si vous êtes levé un jour en vous disant quand je serai grand, je vais faire des trous sur Mars, ou est-ce que votre parcours a fait en sorte que vous êtes arrivé là? Mais quel est votre parcours en fait? C'est par hasard ou vraiment c'était une envie à la base? Non, j'ai toujours eu une passion pour l'exploration des planètes, et je me suis dit que je voulais faire ça. Avant, j'étais entraîneur de cosmonautes, donc j'ai fait aussi des choses qui étaient assez sympas, puisqu'on j'ai entraîné beaucoup de cosmonautes, que ce soit des cosmonautes, des spationautes et des astronautes américains aussi. Et je me suis dit que j'aimerais bien aller plus loin que de les entraîner, etc., de leur préparer du matériel, et je voulais aller... Quand il y a eu cette opportunité au CNES de pouvoir faire des trous sur Mars, je me suis jeté dessus. Voilà, on est six en Europe à savoir faire ça.
c'est assez difficile quand même, hein. Il faut savoir que les programmations qu'on fait le soir pour tirer au laser, on est ultra surveillé parce que c'est quand même un laser qui est très puissant, qu'on voit quand même la puissance d'une centrale nucléaire dans 1 cm². Donc il faut qu'on vise au bon endroit et qu'on ne se trompe pas. Voilà. Donc on est très surveillé et par contre il faut qu'on envoie, puisqu'on a déjà envoyé plus de 50 000 tirs laser sur Mars. Donc ça représente quand même du travail et chaque soir il faut être opérationnel. Surtout que c'est souvent à des heures qui sont souvent ingrates pour nous, parce que c'est souvent vers 3-4 heures du matin où on doit défendre notre beefsteak en langue anglaise. Et donc, c'est pas toujours facile d'arriver à se faire entendre, de montrer qu'on est bien sûr de soi et surtout ne pas se tromper, quoi. L'erreur est tellement humaine. Alan, je crois que avait pas mal de questions justement sur la façon, sur les équipes, les profils, le temps que ça dure. Ouais, bon, je crois que quelques-unes de mes questions ont déjà été couvertes. Mais moi, je me demandais notamment quelle était la langue de travail, quel était le modèle pour prendre des décisions. Enfin, qui fait autorité finalement dans ces discussions permanentes avec la NASA. Voilà. Alors c'est toujours l'anglais qui fait foi, donc on est obligé de parler en anglais et ils sont assez intransigeants sur, ils aiment pas trop qu'on les fasse répéter, donc c'est un petit peu difficile là-dessus. Et après il faut surtout vraiment bien comprendre, parce que même en français, quand quelqu'un nous dit quelque chose, on pense avoir compris, on n'a pas toujours bien compris ce qu'il lui a dit. C'est-à-dire que par exemple, si je vous demande est-ce que tu es à l'heure? Si tu me réponds l'heure, c'est que tu n'as pas écouté ma question. Je te demandais juste si tu l'avais. Je t'ai pas demandé de me la donner. Et c'est très compliqué à bien savoir répondre aux questions qu'on nous demande et à bien comprendre ce qu'on nous dit. C'est pareil si on me dit on devrait tirer au laser sur tel caillou ou on devrait faire ci. Moi, c'est je dois le faire ou je dois pas le faire. Je dois vraiment le faire ou je dois pas vraiment le faire, parce que les on devrait, les on pourrait, les etc. C'est pas clair pour moi. Donc il faut vraiment que tout soit clair et que ce soit et c'est pas toujours facile quand c'est notre langue. Mais après, c'est toujours le JPL aussi qui fait foi, parce que c'est lui le propriétaire du rover. Et donc, c'est à travers ces sécurités qu'il faut à chaque fois passer pour passer. Alors eux, bien sûr, ils nous encouragent à y arriver, mais après, on a pas mal de restrictions par le fait qu'on soit étranger, et on n'a pas une visibilité sur tout, et il faut, en étant aveugle, arriver quand même à passer nos désirs scientifiques. Guy avait des questions aussi par rapport à la façon dont ça se passe avec le JPL. Je voulais savoir, qu'avez-vous ressenti pendant les quelques mois passés au JPL, les 3 premiers mois, je crois, après l'arrivée de Curiosity sur Mars? Bah, beaucoup de larmes en fait, hein, avant tout. Beaucoup de larmes le jour de l'atterrissage. C'était quelque chose qui était fort. Une autre chose forte aussi, c'est la première fois que j'ai envoyé mes tirs laser et que j'ai reçu la photo avec les trous dessus. Je me suis dit, au moins dans ma vie, j'aurais fait des trous sur Mars. Et je me suis fait un petit poster dans mon bureau de mes trous sur Mars. Et j'espère qu'un jour, on aura suffisamment d'aisance pour inviter des gens à venir au CNES le soir, passer une soirée avec nous, pour qu'ils se rendent compte ce que c'est que faire des trous sur Mars et à la fin d'avoir une petite photo avec ces trous. Je pense que ça pourrait faire plaisir à beaucoup de gens. En tout cas, ça fait très plaisir de voir que on voit que vous êtes passionné et vraiment ça fait plaisir de voir ça. Ah ben moi, chaque soir, je le dis pas toujours, mais souvent je pleure. Je pleure parce que déjà on arrive, je vous assure, on est vraiment tendu. On a toujours la boule au ventre le soir parce que c'est vraiment des soirées qui sont difficiles. On a du mal à le croire, mais c'est vraiment très difficile de passer. C'est vraiment un combat qui dure à peu près 12 heures. On a le temps à peu près d'aller une fois aux toilettes en 12 heures. Et encore, il faut se faire remplacer au moment où on y va. Il faut le prévoir à long terme avec un collègue et se faire remplacer durant le temps où on va aux toilettes. C'est vraiment difficile. Et c'est vraiment tendu. À la fin, on est vraiment à ramasser la petite cuillère. Mais on est content d'avoir réussi. En tout cas, je tiens à m'excuser pour les problèmes de webcam. Ouais, pas de problème. Pas de problème. Florence voulait réagir et ensuite je passerai la parole à Alan qui avait aussi une question. Ah non, moi je voulais juste dire que ça me ferait plaisir effectivement de venir au CNES. J'aurais un trou sur Mars, voilà. J'étais déjà candidate, moi. Florence est candidate pour plein d'autres choses, elle nous en parlera peut-être tout à l'heure. Peut-être aussi. Alan.
Oui, moi j'avais une question sur le cursus des collaborateurs et sur le processus de recrutement. Est-ce qu'il y a des formations spécifiques qui permettent, enfin qui préparent à ces expériences, ou est-ce que vous devez former tous les jeunes Padawans? Enfin, comment ça Ouais. se passe? Combien de temps ça dure? Effectivement, les Padawans sont formés pendant plusieurs mois. L'essentiel, c'est d'avoir quand même un assez bon niveau en anglais parce que c'est quand même important. Après, il faut être plutôt de culture assez généraliste, c'est-à-dire ouvert assez d'esprit. Et faut pouvoir être assez réactif, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir remplacer quelqu'un un soir, il faut être et puis assez vif d'esprit quand même. Je veux pas dire que il faut être malin, mais c'est vraiment quand même difficile. Il y a beaucoup de choses à savoir. Il faut savoir qu'on reçoit à peu près 200 emails par jour avec des nouvelles consignes sur les tirs, sur les trucs, etc. Et c'est pas 200 mails à parcourir comme ça en se disant oh, c'est bon. Non, c'est pas bon. Il faut tous les lire, il faut tous les ingurgiter et les apprendre. Ça représente vraiment pas mal de temps quand même. Et c'est pareil les samedis et les dimanches. Jade, peut-être une question? On vous a pas encore entendu. Oui, bah justement, je me disais, après avoir fait des trous sur NAS et après avoir vécu une expérience comme ça, mais qu'est-ce qu'on peut faire ensuite? Enfin, il n'y a rien d'assez génialissime ensuite qu'on puisse faire. Ça doit être super dur ensuite, non? Oh, De se projeter dans l'avenir. Bah déjà, essayer de maintenir ça le plus longtemps possible. Déjà, c'est difficile. Chaque jour, c'est un combat parce que après, bah, il faut physiquement, c'est difficile. Et après aussi, au niveau des familles, il faut que les familles arrivent à suivre. Donc, c'est un combat de chaque jour. Et après, après, il y a plein d'autres choses qui sont jolies. Hein. Je dénigre rien du tout. Mais après, je vous dis, chaque soir, presque je pleure et j'ai toujours plaisir à aller au travail. Et ça va pas. Alan, un petit complément. Ouais, une dernière question sur l'équipe de ma part. La proportion homme-femme. Alors la proportion homme-femme, en opération, il y a 100% d'hommes. C'est pas une volonté de ma part ou quoi que ce soit. On a réussi pas à trouver grand monde. Les femmes sont souvent moins intéressées par les affaires martiennes, peut-être que les hommes, mais c'est tombé comme ça. On n'a pas de personnes. Comme il faut partir, on est partis tous pas mal de temps aux États-Unis. On n'a pas trouvé d'éléments féminins qui voulaient rejoindre nos équipes. Je crois que Florence, elle sera candidate. Hein. Oui, toujours. Non, mais j'avais une question pour l'éventuelle suite aussi. On parle beaucoup d'ExoMars. Est-ce que vous en serez ou pas? Non, pour le moment, moi je reste vraiment sur MSL. On essaye de me mettre un petit peu sur Insight pour accueillir Insight. Alors, bon, moi je suis ouvert à tout, j'accueille tout le monde dans mon centre, donc je pense que j'accueillerai Insight dans mon centre. Après, il y a MSL 2020 aussi, où ils veulent faire un autre rover un petit peu identique. Et là-dessus, moi je suis partant aussi. C'est vraiment quelque chose qui me plaît. Ok. Guy, peut-être une question? Oui, j'aurais une question à propos de KEMCAM. Combien de tirs laser sont nécessaires en moyenne pour analyser une cible? Alors, il n'y a pas de vraie réponse là-dessus, je vais y répondre quand même. En fait, quand on fait un tir laser, je vais me déplacer un petit peu comme ça, on verra un petit peu. Hop. Quand on fait un tir laser, on fait 30 tirs. Donc, je vais vous montrer une photo d'un tir. Je ne sais pas si vous voyez. Vous voyez bien? Oui. Là, il y a des petits points. Donc, chaque point, c'est 30 tirs. Donc là, on a fait une série de 10. C'était un trou de forage qui a été fait il n'y a pas longtemps. Donc, on a foré. Ça, c'est les résidus gris du forage. Et donc, on a tiré à l'intérieur. On voit les impacts ici. Et donc, on a tiré 10 fois 30. Donc là, on a tiré 300 tirs. Les premiers tirs, quand on tire 30, c'est pour retirer la poussière aussi. Donc, pour rentrer un peu en profondeur de la roche. Et donc, pour analyser, après, on fait soit une ligne de 1 par 10, soit on peut faire, ici, on a fait 2 lignes, on peut faire jusqu'à 3 lignes ou 4 lignes. Voilà. Donc, on peut faire, pour analyser des fois... Attention. Voilà. Pour analyser, on peut faire des fois jusqu'à 700 tirs sur une roche si on pense qu'elle n'est pas très homogène. Voilà. Donc, pour répondre bien, si on fait un seul tir, on en met 30.
Si on veut analyser un peu plus, on peut faire 300, 400, jusqu'à 700 tirs à peu près pour une roche. Voilà, je vous ai retrouvé une image d'une des premières cibles de ChemCam, je crois bien. C'était assez marrant parce qu'on avait demandé, ça serait bien de trouver une roche comme ça, et pile poil, on a trouvé cette roche qui était assez sympathique. Donc vous voyez, il y a une petite ligne en diagonale là. Là, c'était un 1 par 5, c'est-à-dire qu'on a tiré 150 fois. Et dans le côté d'à côté, c'est une 3 par 3. Donc on a tiré 9 fois 30, 270 fois. Ah ouais. Et des fois, on peut faire des tirs en profondeur, c'est-à-dire aller en profondeur où on peut aller jusqu'à 300 ou 400 tirs. Après, on n'arrive plus à rentrer en profondeur. Mais ça dépend vraiment de la roche, ça dépend de beaucoup de choses. Et, je peux vous poser une deuxième question? Oui, oui. Allez-y. Voilà, c'est est-ce que certains tirs ont été effectués par reconnaissance automatique de cible? J'ai vu qu'il y avait cette possibilité-là sur ChemCam, s'il y avait les bons logiciels. Non, chaque cible, quand on vise une cible, on tire avec une grande précision. Je vais remontrer un autre. Vous voyez, ici le paysage? Oui. Ouais. Il y a plein de petits points verts. Là, je vois pas les points verts. Ah si, là, Ah, oui, si. oui, on les voit. Ouais. Ah, ça, c'est le paysage que je vois chaque soir. Ça, c'est le paysage vu du rover. Et les petits points verts, c'est les cibles qui ont été choisies par les scientifiques. D'accord. D'accord? Donc moi, je zoome sur ces points. Ici, je fais un tir. Là, j'ai fait un tir. D'accord? On voit les tirs. Je peux tirer aussi en bas, là. C'est des points qu'on fait. Donc en fait, on nous donne une cible. Et on tire sur la cible. On en a une grande précision de tir. J'arrive à tirer sur une pièce de 1 centime à peu près à 6 mètres. C'est incroyable. C'est pas mal parce qu'on est quand même sur Mars. Alan avait une question. Ouais, moi j'ai une question un peu naïve. En fait, pourquoi est-ce que c'est si important de savoir de quoi les roches de Mars sont composées? Alors, si tu vas me permettre, comme je sais que tu fais de la science pour le mettre au service des gens, je vais essayer de répondre de façon simple. En fait, Mars est la sœur jumelle de la Terre, mais elle est morte quand elle était jeune. Et ce qui fait qu'on a une sorte de momification de la planète Terre qu'on voit là-bas. Et en analysant, comme on ne peut plus trouver sur Terre des roches très anciennes, qui ont 3 ou 4 milliards d'années, parce qu'avec le gel, avec la pluie, avec tout ça, elles sont abîmées, elles sont complètement transformées, et on n'a plus de roches anciennes. Et on ne sait plus lire le passé de notre Terre. En allant sur Mars, on arrive à lire le passé de notre Terre, entre guillemets. Et la deuxième chose aussi, c'est que si tu mets un morceau de granit dans un verre d'eau, tu attends quelques millions d'années, il va se transformer en argile. Et donc, en fait, en trouvant les argiles comme on a fait, on arrive un petit peu à savoir combien de temps l'eau serait restée sur Mars. Et ça, c'est une question qui est importante parce que si l'eau est restée 3 ou 4 millions d'années, on va dire, la vie n'a pas pu se développer sur Mars. Si l'eau est restée plusieurs millions, voire des milliards d'années, à ce moment-là, oui, la vie s'est peut-être développée sur Mars. Donc, suivant l'état des roches, suivant comment elles sont décomposées, et on peut avoir une idée vraiment du temps que l'eau est restée sur Mars. Et donc, la vie. Puis après, il y a plein de choses à comprendre. Pourquoi l'atmosphère est partie sur Mars? Pourquoi le champ magnétique s'est arrêté sur Mars? Pourquoi la vie a disparu? Est-ce que ça ne peut pas nous arriver un jour aussi, nous? Est-ce que les expériences, notamment ChemCam, ont déjà apporté des réponses à ces questions? Alors, elles ont apporté. Alors, je pense qu'une expérience qui apportera plus de réponses que ChemCam, ce sera SAM. SAM est, si tu veux, ChemCam est un instrument qui permet de sélectionner les endroits intéressants pour les analyses de SAM. D'accord? Le fait que ce soit une espèce de tir laser ultra rapide, quand on arrive dans un paysage, on tire, je ne dirais pas un petit peu partout, mais on tire sur des endroits qu'on trouve intéressants, et après on sélectionne ceux qui sont vraiment intéressants. Et donc, parce que SAM est un instrument qui a un nombre de prélèvements qui sont limités, parce qu'il crame en fait des capsules qu'il a, et donc il peut faire une centaine d'analyses,
Et donc, si on analysait à tout vent, on n'aurait pas beaucoup de chances de trouver des choses intéressantes. Là, du coup, on est très focalisé sur les choses qui nous paraissent intéressantes et on découvre. Après, pour répondre à ta question, oui, on a quand même trouvé un endroit, parce que, si tu veux, la planète Mars, elle est rouge. Donc, elle est oxydée, il y a de l'oxygène partout. Et si on trouve de l'oxygène, même si elle est faible, l'oxygène tue la vie. D'accord ? Il faut, pour que la vie naisse, il ne faut pas d'oxygène. Après, il faut de l'oxygène pour que la vie se développe. Mais pour que la vie naisse, il ne faut pas d'oxygène. Regarde un bébé dans le ventre de la maman, il est entre guillemets en apnée, même s'il a quand même de l'oxygène par le sang de sa maman, mais il n'a pas besoin d'autant d'oxygène qu'un être normal. Après, pour grandir, etc., oui, il a besoin d'oxygène, il ne va pas rester indéfiniment dans le ventre de sa maman. Et c'est exactement la même chose. Et il fallait qu'on trouve sur Mars un endroit où il n'y ait pas d'oxygène pour que la vie naisse. Et en creusant dans ces argiles, on a trouvé un endroit où la vie était à un milieu réduit, c'est-à-dire sans oxygène, et donc la vie était possible de naître à cet endroit. Voilà. Wow. Mais ça ne veut pas dire que la vie, c'est juste un terrain habitable qu'on a trouvé. Voilà. Jade, peut-être une question ? Oui, je suis désolée, j'ai eu des petits soucis techniques. Je me disais, comment est-ce que le choix de la roche à analyser se fait? Est-ce que c'est en concertation France, États-Unis ou c'est seulement d'un côté? Il n'y a pas de notion de pays là-dedans, ni même de propriété d'instruments. C'est-à-dire que c'est comme si vous faisiez un repas avec des amis. Moi, j'amène une raclette, chacun amène un appareil et on va partager tout et on ne s'occupe pas de savoir qui a amené quoi. Donc là, c'est un petit peu pareil. C'est-à-dire que quand on trouve chaque jour, les résultats sont donnés à toute l'équipe et c'est toute l'équipe qui choisit d'analyser plus une roche ou moins une roche. Donc c'est vraiment une décision collégiale. Et même pour toutes les décisions, c'est toujours les scientifiques qui décident. Si les médias souvent nous reprochent « Oh, mais vous êtes sur Mars depuis 9 mois, vous avez fait que 900 mètres, c'est ridicule, etc. » Mais les scientifiques répondent « On n'est pas allé sur Mars pour faire des records de distance, on a trouvé des choses intéressantes, on continue à épuiser ce qu'on a avant de faire de la distance. » Et dans tous les cas, même si le JPL des fois aimerait, pour faire plaisir aux médias, circuler, c'est quand même les scientifiques qui choisissent. Et de n'importe quel pays. Guy, encore, vous aviez pas mal de questions sur ChemCam, je crois. Oui, mais là j'ai eu une question juste à l'instant. C'est justement, là, Curiosity va faire pas mal de distance pour aller jusqu'au Mont Sharp. Maintenant, je crois que c'est prévu qu'ils se remettent à rouler pour aller jusqu'au Mont Sharp. Pas plusieurs kilomètres, non? Oui, c'est tout à fait vrai. En fait, donc l'objectif qu'on s'était fixé en atterrissant tout près du Mont Sharp, c'était d'aller effectivement vers ce Mont Sharp. Donc là, on avait trouvé un terrain intéressant, donc on a fait beaucoup de recherches dessus, et effectivement, on a trouvé des choses qui étaient très intéressantes. Et maintenant, on s'est dit qu'il faut quand même finaliser et faire de la route. Donc il y a eu un vote des scientifiques, ça a été voté à main levée, et ils ont choisi donc de partir vers ce Mont Sharp. Donc là, effectivement, on va faire de la distance. Mais on fera quand même du ChemCam, je pense, un peu chaque jour en tirant ce qu'on appelle, maintenant on apprend à tirer en aveugle. C'est-à-dire que on tirera à des endroits sans savoir trop où on va tirer. J'ai vu qu'il y avait aussi une... Non, pardon. Non, allez-y. J'ai vu qu'il y avait une mise à jour qui avait été faite récemment pour que ChemCam ne se retrouve pas trop face au soleil parce que c'est pas très bon pour en ce moment, c'est ça. Que ChemCam ne se retrouve pas trop face au soleil parce que apparemment le soleil est mauvais pour l'instrument. Oui, ça c'est tout à fait vrai. ChemCam n'aime pas du tout le soleil. Après, ChemCam a une tolérance quand même de 15 minutes au soleil. On a une position qui s'appelle sécurité soleil, Sun Safety, à laquelle on se met à chaque soir et on peut ainsi, entre guillemets, regarder le soleil pendant 15 minutes. Donc c'est ce qui permet aux autres de pouvoir prendre des photos du soleil quand ils veulent prendre des éclipses, notamment avec Phobos et Deimos. Mais aussi, s'ils veulent prendre des photos du ciel, ils peuvent. Simplement, ils sont limités à 15 minutes, donc après, ils le savent, il y a un compteur de temps, et après, on baisse la tête, entre guillemets, puisqu'on est au bout du mât, et on arrête de regarder le soleil. Mais après, pour rouler, c'est pas du tout gênant, parce que quand on roule, on regarde le sol, et on n'a pas ce souci du soleil. Est-ce que vous pensez aux prochaines missions, ou à la prochaine mission qui sera faite sur Mars?
comme il y a des années de préparation pour ça? Peut-être que vous Oui, pensez à alors, certains instruments que vous aimeriez avoir? ouais, alors c'est réparti par division. Il y en a qui s'occupent des développements des instruments et nous, on est plutôt dans les opérations. Donc nous, on attend entre guillemets que les autres aient travaillé pour pouvoir opérer après les instruments. Donc il y en a qui adorent développer et il y en a qui adorent opérer. Donc nous, on est plutôt dans les opérations. Donc après, on commence effectivement à nous parler en disant vous allez opérer ça, vous allez opérer ci. Donc nous, on suit le mouvement et on regarde ce qui va nous plaire d'opérer. Et combien de temps vont durer ces opérations avec Curiosity sur Mars? C'est quoi? C'est encore une histoire de mois, d'années? Oh, je pense que c'est d'années. Ok. J'espère que je verrai la fin avant ma retraite, mais non, c'est vraiment des expériences qui sont longues. Après, le temps, Opportunity, il était prévu pour 4 mois. Et il Et va ça fait fêter 10 ans sa que ça 10e. dure. Ouais, ça fait 10 ans que ça dure. Hmm. Celui-là, il est prévu pour 4 ans. Le générateur nucléaire qui est dessus peut durer plus de 80 ans. Donc, il y a aucun instrument qui est en panne. Ça peut très bien durer 80 ans, comme ça peut très bien être en panne dans 3 jours. C'est très difficile à prévoir. Ok. Le plus longtemps possible, on espère. Voilà, le CNES a financé 4 ans déjà. On verra si... Parce qu'après, c'est un coût de financer, donc il faut voir si ça vaut toujours le coup ou pas. Alors, on avait une question de Guillaume, donc aurait dû être parmi nous, qui finalement n'a pas de connexion assez stable. Je suis pas sûre que tu aies répondu à cette question. Sur l'exemple que tu as montré tout à l'heure, combien de temps prend l'ensemble des tirs, sur une seule cible? Ouais, c'est les réponses à la palissade. Je dirais ça dépend du vent. Non, non, en fait, suivant la complexité du tir, ça peut aller de 5 minutes à peu près 1 heure. Un tir assez complexe de 1000 tirs, ça prend à peu près 1 heure. Et un tir simple, ça prend 5 minutes. Il faut savoir qu'il faut 10 minutes à peu près pour allumer l'instrument. Et il en faut à peu près 10 minutes aussi pour l'éteindre. Parce qu'il y a des temps de préchauffage et de refroidissement. Donc souvent, quand on allume CamCam, on fait plusieurs séquences. Et en gros, CamCam est allumé, on va dire... 1 heure, 2 jours sur 3. Il y a des jours où il n'y a pas de CamCam. Allez, alors c'est lui qui reprend le relais. Yann, une question? La revoilà. Mais on l'entend pas. On ne t'entend pas. Voilà. Donc, je disais Oui. qu'Alan avait une question. Oui, alors moi je voulais rebondir sur les pannes justement. Quand j'imagine toutes les équipes qui sont sur Terre et dont le boulot dépend de ce qu'envoie la sonde, comment est-ce que vous faites pour les éviter ou éventuellement y pallier? Est-ce qu'il y a moyen de réparer le matériel à distance? Est-ce que l'équipement est redondant? Si le laser est abîmé, est-ce que la mission est morte? Comment ça se passe? Alors, il y a beaucoup de questions. Effectivement, si le laser est mort, CamCam est mort. Il n'y a pas de deuxième laser pour CamCam. Après, il y a des choses qui sont redondées et après, il y a des pannes qui ont eu lieu déjà et qui ont été réparées. Je ne sais pas si vous avez été au courant. Il y a eu une radiation importante au niveau d'une mémoire qui s'est passée lors d'une prise de vue. L'ordinateur ne répondait plus du tout et il a même plus répondu à l'ordre de s'éteindre, donc il ne s'est pas éteint. Et donc ça a été la panique parce qu'il ne répondait plus du tout. Et comme c'était redondé et qu'il y a 2 voies d'ordinateur complètement indépendantes, on a allumé la deuxième voie, on a basculé sur l'autre voie et de la seconde voie, on l'a forcé à s'éteindre. Donc on l'a forcé à s'éteindre. Après, on a fait des tests d'écriture et de lecture, écriture, mémoire, pour petit à petit remettre à niveau sa mémoire et la balayer tous les problèmes électrostatiques qu'il a eu dessus. Et donc, petit à petit, toute sa mémoire est revenue. Donc, on a pu retrouver sa mémoire et remettre en état la panne. Et ils ont changé le logiciel de bord pour ne plus avoir ces soucis que nous avons eus. Donc, ça a été une belle réparation à distance. Wow. Les ordinateurs embarqués, c'est des ordinateurs ad hoc qui ont été développés exprès ou c'est des ordinateurs du marché? Oui, alors souvent ça fait rigoler les gens parce que, comme on dit, l'ordinateur qui est à l'intérieur de votre iPhone, il est plus puissant que celui qui est à bord de Curiosity. Bah, c'est vrai.
c'est vrai. Mais ceci étant dit, il faut tellement de temps pour préparer un ordinateur et l'envoyer que la technologie se développant très vite, c'est souvent le cas où effectivement les derniers trucs modernes comme les derniers iPhones, oui, ils sont plus puissants en capacité que le rover Curiosity, mais pour ce qu'on lui demande de faire, il arrive bien à le faire. Laurence avait une question de Twitter, je crois. Laurence, on ne t'entend pas. Pardon, excusez-moi. Je disais que sur Twitter, c'est Guillaume Brunat qui demande si la gravité martienne, qui est plus réduite que celle sur Terre, a une influence sur le rover. Ah bah, c'est sûr qu'elle a une influence parce que effectivement on pèse 300 kg au lieu d'en peser 900, mais tout a été pris en compte et on travaille avec. Guy, peut-être une nouvelle question? Oui, j'avais une question à propos des commandes. J'ai lu que la gestion de CamCam se faisait conformément à un dictionnaire de plus de 20 commandes et je voulais savoir celle que vous utilisiez le plus et puis aussi savoir si vous pouviez nous donner un exemple. Alors, le dictionnaire des commandes, il y a beaucoup plus que 20 commandes. Hein. Ah d'accord. Il y en a des centaines. Hein. Ah, tant pis. Ça c'est pas vrai du tout. D'accord. C'est très très compliqué de faire les programmations de CamCam. Après, c'est un langage qui est complètement spécifique à la NASA et c'est des exemples de mots qu'ils ont inventés du style on allume le laser. Après, il y a des tas de paramètres à rentrer, mais c'est pas intéressant. Non, c'est vraiment un langage à part, donc ça vous dira rien du tout, quoi. D'accord. Si j'ai eu l'idée de poser. Ah pardon. Allez-y, Guy. Oui, si j'ai eu l'idée de poser cette question, c'est que j'ai vu comment on faisait avancer le rover. C'était voilà, faire 5 mètres tout droit, et après, enfin, des commandes de ce type-là. Oui, ben, pour tirer, c'est un petit peu pareil. On dit il faut tirer, etc. Mais après, il y a tellement de paramètres à rentrer avant, etc. que c'est pareil pour piloter le rover. C'est pas on avance de 5 mètres, etc. C'est des lignes. Il y a des centaines et des centaines de lignes chaque soir qui sont. Et vous avez l'autorisation de déplacer un petit peu le rover si besoin est? Absolument pas. La seule autorisation que j'ai, enfin que ont les scientifiques, puisque moi je suis ingénieur, les scientifiques ils peuvent effectivement choisir. S'ils disent on aimerait tirer sur le caillou là-bas, mais on est un petit peu trop loin, on déplacerait le rover. Voilà. Mais après ils n'ont aucune autre fonction. C'est-à-dire que c'est toujours les ingénieurs qui programment et qui font les choses, et c'est les scientifiques qui choisissent ce qu'ils veulent. Voilà. Donc c'est entre guillemets un petit peu les chefs. D'accord. Moi, peut-être une question justement, parce que là, tu dis, moi je suis ingénieur, il y a les scientifiques finalement, qui sont les différentes forces en présence au FIMOC, et finalement, c'est quoi le rôle du CNES par rapport à toute cette communauté scientifique qui gravite autour et qui vient finalement chez vous apporter chacun ses besoins, ses demandes. Vous avez une sorte de rôle de médiateur, de comment ça se passe exactement? Oui, c'est vrai qu'on a plusieurs rôles. Déjà, alors on est au service des scientifiques, mais on doit aussi être garant de l'instrument, c'est-à-dire que si on estime que l'instrument n'est pas en état ou qu'il y a des prises de risques ou que la volonté scientifique amène du danger ou des risques importants sur l'instrument, si on dit stop, c'est terminé. Donc on a une voix et un pouvoir qui est quand même important. C'est nous qui faisons foi, mais après on écoute les scientifiques et on doit répondre aux besoins des scientifiques. C'est eux qui savent ce qui est nécessaire pour la science et là-dessus on doit les suivre. Mais par contre en prenant précaution à chaque fois de conserver l'instrument. Donc le rôle du CNES est d'assurer que les ingénieurs qui sont en place ici ont le niveau et les connaissances suffisantes pour pouvoir bien se prononcer sur l'instrument. Ça a des conséquences importantes. Hein. Si vous dites que l'instrument il est bon pour être opéré le lendemain et que vous n'avez pas vu une anomalie, c'est catastrophique. Hein. C'est vraiment des trucs qui sont, vous perdez l'instrument, vous perdez la mission, et alors là, c'est vraiment pas facile de rebondir. Florence? Moi, j'aurais une question sur ces scientifiques. Vous dites scientifiques, mais c'est quoi? Ce sont des géologues? Ce sont des physiciens? Quel genre de scientifiques travaillent sur cette mission?
Alors, on a plusieurs types de scientifiques. Beaucoup sont géologues, ça c'est sûr. Mais après, il y a des spécialistes du laser, des spécialistes de tas de choses. Mais la plupart sont quand même géologues pour CamCam. Pour Sam aussi, et par contre, il y a aussi des spécialistes de l'atmosphère, des gens qui sont de la chimie, il y a des chimistes aussi. Mais dans tous les cas, c'est ce que j'appelle des scientifiques, c'est des gens qui ont une thèse et qui travaillent dans la recherche. Voilà. Et au niveau des ingénieurs Jade? Comment? Et au niveau des ingénieurs, du coup, comment s'est fait le recrutement? Ont-ils des spécialités particulières ou, C'est moi comment qui... sont-ils amenés à travailler? En fait, la première qualité, c'est la gentillesse. Ça, c'est important. Après, la motivation à travailler là-dessus, parce que c'est vraiment des choses qui sont difficiles, même si c'est vrai que ça fait rêver, même si c'est sympa, etc. C'est très, très demandeur de temps. C'est des journées qui sont quand même assez longues, avec des horaires qui sont vraiment pas faciles, ni pour les familles, ni pour quoi que ce soit, même si après, c'est vrai que ça fait rêver et tout ce qu'on veut. C'est pas facile. Donc il faut une grande souplesse d'esprit, une volonté d'aller de l'avant, et puis aussi avoir une grande intelligence, parce qu'il faut connaître pas mal de choses, et bien sûr l'anglais. Mais après, il n'y a aucune autre besoin de connaissances particulières. Alan? Moi, je me demandais s'il y avait des gens qui communiquent aussi dans l'équipe. Par exemple, qui tient un jour le blog de CamCam, et puis est-ce que ce sont les mêmes qualités finalement qui sont demandées, c'est-à-dire gentillesse, motivation, anglais, réactivité, intelligence? Ouais, pour les blogs, on essaye d'envoyer aux équipes de com des messages pour qu'ils animent ça, parce que voilà, dont c'est fait. Voilà, qui s'occupent de récupérer nos informations. Après, c'est très compliqué pour elles, parce que nous, on est soumis aux lois ITAR, donc aux lois de protection. Donc, pour communiquer, on est assez restreint, et c'est très difficile de pouvoir communiquer, parler, montrer des transparents, montrer des choses. Donc, on est obligé sans cesse de filtrer, d'obtenir l'accord du GPL. Il faut savoir que le GPL est toujours propriétaire de ce rover et du contenu. Et on fait toujours au mieux. Mais on essaie d'animer beaucoup de choses, et on a quand même un service de com au CNES qui est assez exceptionnel. Ça, c'est gentil. Non, c'est vrai, parce que c'est vraiment pas facile. Vous n'avez pas la belle part. Oh, on a une part assez sympathique quand même. Pas forcément facile, mais quand même assez sympathique. Florence, une question? Ouais, j'avais une question un petit peu annexe. C'est que quand je parle de Curiosity, on me dit ouais, mais 2,5 milliards de dollars mis dans un rover martien, ça sert à rien. Il y a des tas de choses à faire sur Terre, éradiquer la faim dans le monde, enfin voilà, des choses comme ça. Est-ce que vous auriez une idée de résultats ou de savoir ou de choses concrètes qu'on utilise au quotidien et qui auraient été inventées pendant les recherches concernant les différents instruments de Curiosity? Je ne sais pas si je m'exprime bien. Oui, c'est pas très clair, mais je pense que dans tous les cas, on a toujours investi beaucoup d'argent dans l'exploration, et je vais vous raconter une petite histoire que j'aime beaucoup. C'est que les Chinois, au Xe siècle, ils avaient inventé tout ce qui était les navigations, la boussole, tout ce qui était les pétards, les feux d'artifice, etc. Et la Chine, qu'est-ce qu'ils ont choisi? Ils ont dit, nous, on va pas dépenser de l'argent à explorer le monde, etc. On va garder l'argent pour développer notre peuple. Et au Moyen-Âge, l'Europe a recopié tout ce qui était le savoir chinois sur la navigation, etc. Et se sont lancés dans des explorations, découvertes des Amériques, etc. Alors que le peuple en France et en Europe crevait de faim. Et toutes ces explorations ont apporté que de la richesse à l'Europe. Et pendant longtemps, l'Europe a tenu la dragée haute dans le monde. C'était les pays les plus développés, l'Europe, parce qu'ils exploraient, parce qu'ils allaient de l'avant, parce qu'ils n'étaient pas renfermés sur eux-mêmes. Et la Chine était un pays pauvre, est devenu un pays pauvre parce qu'il est resté enfermé sur lui-même. Et je pense que l'exploration, où ça fait dans tous les cas marcher de l'économie, les 2,5 milliards qui ont été dépensés, c'est 2,5 milliards de main-d'œuvre. C'est du travail de gens, des salariés de gens sur Terre qui vont après chez le coiffeur, chez le garagiste, etc. Et ça fait marcher l'économie. Je pense qu'il faut avoir une vision plus élargie. Et après, ces gens, en ayant des salaires, peut-être qu'ils donnent justement dans la fin du monde, etc. C'est pas 2,5 milliards qui partent en fumée et qui vont nulle part. Dans le spatial, pour 1 euro investi, il y a 20 euros de retombées dans l'économie, quoi. Si le spatial est autant soutenu, même en difficulté économique, c'est parce que tout le monde sait bien que c'est un secteur qui est porteur pour l'économique.
Donc, j'ai jamais eu mauvaise conscience là-dessus. Vous prêchez une convaincue, hein, mais c'est juste pour avoir plus d'arguments pour répondre à tous ces gens qui posent la question, qui se posent. Mais Oui, bah dans tous les cas, l'exploration martienne, il faut que ça fasse aussi rêver par soi-même, quoi. C'est-à-dire les découvertes, c'est sûr que peut-être on découvrira de la vie, peut-être on découvrira quoi que ce soit, mais dans tous les cas, il faut toujours explorer ce qu'on peut, connaître des choses. C'est en grandissant qu'on grandira l'homme en lui-même, quoi. Donc il n'y a pas d'autre moyen, quel que soit le prix. merci. Alan? Pardon, j'étais muté. Oui, mais j'avais encore une question sur le modèle d'organisation avec la NASA, parce que dans mon esprit, la NASA, pendant des années, a fait cavalier seul. Et puis, je me demande si, au niveau de la collaboration, vous avez dû vous inspirer d'autres modèles existants d'expériences internationales, comme le CERN, par exemple. Ouais, non, on a dû faire quand même pas mal. Bon, il y avait eu déjà un petit peu des collaborations avec différents satellites chez nous, comme les satellites Jason, mais c'est la première fois en Europe qu'on manipule et qu'on peut piloter, enfin sans piloter le rover, mais qu'on participe à des opérations sur un rover, sur un astre, et on apprend, nous, énormément de choses. Au début, c'était pas facile de rentrer dans leur monde. C'était très fermé, ça l'est toujours, mais petit à petit, ils nous ont fait confiance, ils nous ont ouvert un petit peu la porte, mais ça reste quand même difficile et il faut tout le temps montrer patte blanche et montrer qu'on suit bien les règles. Il y a différentes règles, notamment, comme je vous ai dit, sur la média, sur les diffusions d'informations, et aussi tous les soirs, à essayer de montrer que moi, je sais ce que je fais, je suis un bon ingénieur, et quand je dis qu'on peut tirer, c'est qu'on peut tirer, tu peux me faire confiance. Et la confiance, ça s'acquiert avec les années, et il n'y a pas d'autre moyen. Et puis, j'avais encore une question pratique. Vous êtes tous en système métrique? Alors oui, on est tous en système métrique, et on parle en degrés Celsius. Waouh. Florence? Non, rien. C'était un bel effort du côté des Américains, je trouve. Oui, bah ils se sont assez gamellés là-dessus pour avoir décidé de travailler là-dessus. Il y a rien on n'a pas de mal à les convaincre. Bon, après, pour la discussion de tous les jours, après, ça rebascule en autre chose, mais voilà. Ouais. C'est vrai que sur le système métrique, il y a un passé dans l'histoire martienne, effectivement. Oui. Je pense qu'ils sont assez vaccinés là-dessus et ils sont assez convaincus. Par contre. Jade? Qui doit remettre son micro à chaque fois qu'elle parle, hein, sur son téléphone. Ça la fait rire, donc c'est qu'elle Oui, nous je entend. m'excuse. Non, je vous entends très bien. Mais du coup, au niveau des relations entre vous et la NASA, est-ce que vous pensez, pour les futures missions martiennes, pouvoir accueillir d'autres centres ou collaborer avec d'autres pays? Par exemple, on pense à la Chine. Enfin, c'est peut-être un sujet un peu touchy, mais ils commencent à bien maîtriser l'exploration spatiale aussi et Oui. envoyer pas mal de satellites. Est-ce que vous pensez pouvoir collaborer avec d'autres pays de ce type? Moi, je pense que dans tous les cas, ça va être une volonté de plus en plus de s'internationaliser. On l'a vu déjà avec la station spatiale, c'était quand même une œuvre avec plusieurs pays. Je pense qu'effectivement, la Chine est un pays plus qu'émergent dans le domaine du spatial maintenant. Elle fait de plus en plus ses preuves et je pense qu'elle va aller de plus en plus loin. Je pense que le CNES a une volonté de faire du partenariat avec différents interlocuteurs. Et après, quant au JPL, je pense qu'on a montré avec le FIMOC on était plus qu'à la hauteur, parce qu'au niveau des centres d'opération distants, on est un des mieux appréciés, et on a souvent des visites du JPL qui viennent nous montrer en exemple, etc. Donc c'est assez flatteur pour nous, on reçoit tous les grands chefs du JPL dans notre centre, et ça nous fait plaisir parce que il faut savoir que, pour en revenir à la question sur le budget, le CNES a dépensé à peu près 35 à 40 millions d'euros sur ce rover. C'est à peu près 1 à 2% simplement du budget total. Et avec ce budget, on pilote 50 kg des 80 kg de charge utile. Donc on a une vraie mainmise sur ce rover, puisque la vraie science qui est faite, c'est vraiment avec les instruments, même si c'est vrai qu'on ne maîtrise pas le pilotage du rover. Le CNES a réussi un joli coup
en se positionnant et en prenant autant d'équipements scientifiques et en ayant une vraie mainmise sur le rover là-dessus. Et c'est d'ailleurs quelque chose qui se poursuit avec Insight, parce que la contribution du CNES à Insight, enfin de la contribution française de manière générale à Insight est assez importante, et je crois savoir qu'on est venu nous chercher en fait pour cet instrument, pour ce sismomètre. Ah oui, oui, les gens d'Insight ont été en permanence, ils sont venus voir le FIMOC, ils veulent absolument que ce soit le FIMOC qui s'occupe d'Insight. On a beaucoup de demandes là-dessus et on a eu un vrai succès, même si c'est pas toujours facile d'être à distance, même si on n'est pas forcément des vrais cadors en anglais. Ils savent qu'on est sérieux, qu'on bosse bien, qu'on a une méthode de travail qui souvent parfois les impressionne parce qu'on est très très rigoureux, beaucoup plus que eux. Et ça a joué beaucoup en notre faveur. Et quand on était aux États-Unis, pour la petite histoire, quand on portait le t-shirt avec le rover dessus, les Américains nous disaient « Ah, mais vous travaillez sur ce projet ?» Alors on disait « Oui, oui. » Et alors dès qu'on disait « Oui, oui », ils disaient « Ah, mais vous êtes français ?» Alors ils disaient « Ah, c'est vous qui tirez au laser sur la planète Mars ?» Et il n'y a pas un Américain qui ne sait pas que c'est les Français qui tirent au laser sur la planète Mars. Alors que c'est moins vrai en France, mais là-bas, on était des vrais stars, quoi. Et on a fait tous les unes des Los Angeles Times, New York Times, etc. On était entre guillemets, des vrais stars, quoi. Et bon, ici moins, mais c'est pas grave, ça me gêne pas, mais la France a vraiment été bien vue au niveau des États-Unis là-dessus. Laurence, une question sur le bilan de la mission qui vient de Twitter. Oui, c'est à nouveau Guillaume Brunat qui dit qu'on a vu qu'Opportunity a devancé son petit frère, mais au final, quel bilan pour Curiosity aujourd'hui? Alors, si vous aviez un petit frère qui a des difficultés, qui soit plus petit que vous, est-ce que vous ne chercheriez pas à l'aider? Et la réponse, c'est ça. C'est-à-dire que pendant longtemps, Opportunity avait des problèmes pour identifier les roches parce qu'il n'avait pas assez d'instruments et il n'avait pas assez de matière. Donc, il a collecté beaucoup d'informations en disant « Ah, j'ai vu tel type de roche, etc. » sans arriver à les déterminer. Et Curiosity, quand il est arrivé, il a retrouvé des roches complètement similaires à celles d'Opportunity et donc il les a analysées. Et donc, en les analysant, ça a permis à Opportunity de mieux déterminer, lui, ses propres roches. Donc, ça a redonné par Curiosity des yeux, entre guillemets, à Curiosity. Et après, on a toujours laissé parler le petit frère un petit peu avant, par respect de l'aîné, on va dire. Mais dans tous les cas, il n'y a pas ni de course ni de compétition. Hein. C'est deux rovers américains et c'est comme entre vos enfants. Vous auriez deux enfants. Il y en a un qui est un petit peu plus handicapé, même si c'est l'aîné. Vous en avez un, celui qui est plus robuste et que vous avez confiance en lui. Vous allez chercher à mettre un peu plus en avant celui qui a des difficultés. Et je pense que c'est louable de la part des États-Unis. Après, il n'y a aucune course sur quoi que ce soit. Guy, peut-être une question? Ah. Pour l'instant, non, pour l'instant, j'ai plus trop de questions parce que ça a vraiment, enfin, toutes les questions que j'avais ont eu une réponse en fait. Alors, je crois que Jade voulait prendre la parole. Oui, vous nous avez toujours pas montré à quoi servait le morceau de terrain martien qui était à côté de vous tout à l'heure. Le morceau de lequel? Le paysage? Le sérum, non? Oui, le sérum. Oui. Ouais. Voilà. Alors en fait, ça c'est pas le sérum, mais on a un terrain sur lequel on développe une activité robotique au CNES, et sur lequel on s'entraîne et on roule dessus. Là ici, c'est juste un paysage martien de décoration qu'on a ici. On a aussi une petite maquette du rover Curiosity. Vous voyez? Oui. Et ça, c'est les cailloux pour apprendre. Ça, c'est les devoirs. Le soir, quand on est passage, on apprend les cailloux, les différents, apprenant à reconnaître les roches volcaniques, basaltiques, etc. Et ça, c'est les réunions. Attendez, je vais retirer le truc. Je vais vous montrer. Je sais que c'est pas très agréable quand ça bouge tout le temps. Voilà, ça c'est les réunions qu'on a le soir. Vous voyez les petits carrés bleus et rouges là? Oui. Voilà, c'est les réunions qu'on enchaîne les soirs. Et donc on peut travailler que dans les parties blanches, c'est-à-dire quand on rencontre aucun carré blanc ou aucun carré rouge. Voilà, on a 14 réunions chaque soir. Voilà. Là, je vous montre une maquette c'est une maquette de Curiosity, j'ai l'impression, qui est sur le sérum, ouais. Justement, je crois. Alors voilà, tu peux peut-être commenter cette image. Donc on voit bien qu'on n'est pas sur Mars, hein, ou alors c'est qu'effectivement on a fait un bond géant avec les arbres qui sont derrière. Ça, c'est la maquette qui a été développée par des étudiants.
Et donc, effectivement, on a ce terrain martien sur lequel, bon, là, on avait pris une photo pour s'amuser puisque, en fait, il peut avancer, bouger le mât, etc. Mais après, le bras est pas toujours bien représentatif de ce qui est réellement. Mais après, il y a une activité robotique au CNES avec des vrais robots qui marchent et c'est vraiment impressionnant à voir. Alan, peut-être encore une question? Ouais, une question un peu plus people. On vous voit sur votre page de profil du blog ChemCam à torse nu avec des électrodes partout. Et je me demandais, est-ce que vous vous préparez pour aller sur Mars? Et cas échéant, est-ce que vous iriez si vous en aviez l'opportunité? Non, c'était un côté humble où je voulais montrer que j'étais aussi cobaye de tas de gens. Et c'était une expérience dans l'avion 0G où on s'amusait à m'aspirer tout le sang avec un pantalon qui m'aspirait tout le sang. Et donc, avant le 0G, il y a un passage à 2G. Donc, ça amplifie le sang. Donc, on commence à perdre connaissance. Et au moment où on perd connaissance et qu'on arrive en 0G, il relâche tout le sang. Et donc, ils prennent une échographie du cœur pour voir comment il réagit quand il y a un flux de sang comme ça. Et au moment où ça arrive, on reprend connaissance et voilà. Donc, c'était une expérience qui était assez difficile et on voit peut-être pas sur la photo, mais j'ai les yeux injectés rouges tellement c'était fatigant. Voilà, c'était pour montrer que on pouvait aussi être cobaye et on n'était pas toujours les rois du monde. Laurence? Oui, c'était alors. C'est une question sur la vie sur Mars, non? C'était pas ça? Oui, je cherchais le nom de la personne, donc c'est Corinne Meunier sur Twitter qui demande s'il nous faut une planète de rechange, pourquoi pas Mars? Alors, je pense que si on doit en prendre une, c'est sûr que c'est la seule qui est possible pour nous, hein. Les autres sont des températures qui sont absolument pas possibles. Et bon, il y a des projets d'envoyer des hommes en aller simple sur la planète Mars. Je pense que c'est un petit peu prématuré pour faire ça, mais c'est mon avis un petit peu personnel, mais je laisse la liberté à chacun d'aller où il veut. Simplement, oui, il y a beaucoup de choses qui seraient similaires. Si on arrivait à recréer une atmosphère, je pense qu'on aurait des températures qui seraient proches de celles de la Terre. Et je pense qu'elle est vraiment, elle pourrait avoir des capacités qui pourraient être très proches de la Terre. Et je pense même en allant plus loin que les conditions de vie sur Mars étaient très proches de celles, mais c'est juste une idée personnelle, hein, de ce qu'on avait sur Terre. Et certains scientifiques se demandent si la vie qui est née sur Terre, est-ce qu'elle n'est pas née d'abord sur Mars? Et que la vie aurait pu être née sur Mars, c'est une hypothèse, et ensuite coloniser la Terre par une météorite. Donc on pourrait être nous-mêmes des Martiens. Une question peut-être quand même sur le bilan de qu'est-ce qu'on a appris. Je crois que quelqu'un avait cette question, peut-être Alan, le bilan de ChemCam, plus spécifiquement de toutes les mesures qui ont pu être faites jusqu'à maintenant. Oui, bah, le bilan, on a quand même découvert pas mal de choses. Déjà, on a montré que c'était possible d'atterrir là-dessus avec une masse de 900 kg. C'était quand même un beau défi. De 1 mètre cube par seconde. On a quand même déterminé pas mal de choses et c'est une certaine certitude quand même de trouver une rivière avec des galets arrondis. On a trouvé le fait que on a trouvé un terrain habitable pour la vie, c'est-à-dire on a trouvé des briques pour construire une maison pour faire la vie, donc ça c'est une chose importante. Et après il y a beaucoup de recherches encore qui se font sur la nature des argiles, etc., pour savoir combien de temps c'est resté et connaître mieux l'histoire de Mars. Mais dans tous les cas, c'est sûr que, comme diraient les scientifiques américains, je pense qu'on va refaire les livres d'histoire de la planète Mars. C'est-à-dire qu'on va découvrir beaucoup de choses sur la planète Mars. Il y a aussi des études sur l'atmosphère où ils ont découvert des particules lourdes qui auraient montré que l'atmosphère, en fait, serait pas partie d'un coup par un soufflement, mais qu'elle serait échappée par le haut. Et donc, on comprend un peu mieux comment serait partie l'atmosphère et on essaye comme un puzzle qu'on découvre, des petits indices, on essaie de reconstruire et savoir qu'est-ce qui s'est passé réellement, comment ça s'est passé, quand ça s'est passé, etc. Et tout ça, petit à petit, ça s'ouvre à nous.
Alan? Une toute dernière question. Il est quelle heure sur Mars? Il est 5h31 Du matin. du matin. Oui, il va se lever et ça va être bientôt le suivi des activités du jour. Et sur Terre, il est quelle heure? Alors, je crois, alors là, il faut que je regarde la montre. Il est midi, mais je pense que c'est du jour. Il est midi et sauf à ce que quelqu'un ait encore une question sur le cœur et qu'il désespère de pouvoir poser à Eric. Personne? Alors, je vous propose qu'on termine ce dernier hangout donc organisé dans le cadre du Bourget. Merci beaucoup Eric d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. Merci évidemment. Merci beaucoup, surtout. Merci à tous les participants qui étaient là ce matin, très enthousiastes et toutes vos questions très pertinentes. Merci à My Science Work qui était là toute la semaine à nos côtés pour recueillir les questions des internautes sur Twitter. Et puis, merci évidemment aux internautes qui nous ont suivis en direct. Voilà, c'était donc la dernière de la semaine. On en prépare bien d'autres et probablement sur la mission Gaïa pour les prochaines semaines, puisque vous savez que cette mission d'astronomie doit décoller d'ici la fin de l'année. Et dans les minutes qui viennent, vous allez pouvoir revoir l'intégralité de ces 4 rencontres donc organisées. Voilà, je vous souhaite un bon dimanche. Et puis surtout, n'hésitez pas à venir nous trouver sur le salon du Bourget. C'est le dernier jour aujourd'hui. Vous allez pouvoir profiter encore des dernières animations malgré le temps absolument épouvantable. Je vous dis à bientôt et surtout, restez connectés.